Je vous invite maintenant à passer à la deuxième table ronde en remerciant sous vos applaudissements nos start-upers du bon usage. Alors, la deuxième table ronde, on l'a dit en introduction tout à l'heure, va toujours parler du bon usage, je vous rassure, elle va toujours parler des patients, mais là, on va changer de perspective et on va parler du bon usage avec les patients. Tout à l'heure, c'était le bon usage par les patients. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? On a voulu dire que le bon usage du médicament, c'était avant tout une affaire de collaboration d'acteurs, mais il ne faut pas que ces acteurs collaborent sur le bon usage d'un patient auquel ils ne s'adresseraient même pas ou qu'ils ne considéreraient même pas. Vous savez, ça fait penser à ces médecins qui se penchaient sur le lit d'un malade en parlant entre eux du malade sans même le regarder ou lui parler. Ben, voilà, c'est ça qu'on a voulu dire sur cette deuxième table ronde. Comment est-ce qu'on peut mieux collaborer pour le bon usage du médicament avec le patient. Donc, je voudrais appeler, pour animer cette deuxième table ronde, Vincent Bouvier. Vincent fait partie des membres fondateurs de l'ABUM, hein, donc respect Vincent. Tu es le président du groupe Vidal, qu'on ne présente pas, et je te laisse présenter tes invités. Vous m'entendez là? Oui. Oui, voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette invitation. Et je vais effectivement inviter les orateurs qui vont s'exprimer sur la façon dont eh bien, ils travaillent le sujet du bon usage avec les patients. Ce sont principalement des professionnels de santé. Ce sont aussi les industriels du médicament. Ce sont tous ceux qui, finalement, sont les acteurs, avec les patients, du bon usage. Alors, Rémi Invoie va nous rejoindre, donc, qui est vice-président de la CSMF. Philippe Besset, président de la FSPF, qu'on ne présente pas. Alors, Daniel Guilhem doit être avec nous, hein, qui est président de la FNI. Il est, je crois... eh bien, il est là. Il est là. C'est les miracles de la moto. Merci, Daniel, donc, d'être avec nous. Voilà. Il y a Pauline Chevalier qui devait être aussi là, voilà, qu'on accueille avec plaisir, donc, qui est chargé de mission à la DMR. Et puis Philippe Lamoureux, donc, directeur général du LEM. Bienvenue à Philippe. Voilà. Donc chacun va s'exprimer sur, comme je le disais, sur la façon dont, dans sa pratique ou dans son univers professionnel, il intègre le patient avec le patient dans le bon usage. Et pour être sûr qu'on est bien challengés les uns et les autres sur le sujet, j'ai proposé à Gérard Raymond de venir se joindre à nous aussi, et sur chacune des interventions, de pouvoir vérifier qu'effectivement, ça correspond bien à la façon dont lui voit les choses. Voilà. Donc je vous propose de démarrer, par exemple, avec vous, Rémi. Oui, c'est le médecin qui commence. Effectivement, le bon usage du médicament, d'abord, concerne effectivement tous les médecins, médecins généralistes, médecins spécialistes, parce que le médicament est un des moments forts, la prescription médicale est un des moments forts du projet thérapeutique et de la prise en charge du patient. Donc c'est vrai que le bon usage, c'est déjà un formatage du professionnel, du médecin, du praticien, qui doit se poser, quand il a son patient, un certain nombre de questions et d'avoir une checklist pour être sûr de bien à l'écoute du patient et qu'il y ait un climat de confiance qui se fasse entre le médecin et le patient. Une des premières questions qu'on doit se poser, est-ce que j'ai en face de moi le bon patient ? Parce que c'est une question qui peut paraître un peu anecdotique, mais quand vous prenez en charge un nouveau patient qui vous vient avec une ordonnance d'un produit, par exemple, pour l'hypertension, et qui ne vous parle pas d'hypertension, vous pouvez vous poser des questions, et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma pratique,
En fait, c'est que ce monsieur n'a pas du tout, il dit pas du tout hypertendu, mais il se fait prescrire depuis des années pour sa belle-mère qui est en Algérie ou je ne sais pas où, le médicament. Donc, il vous amène ça comme une évidence. Quelle est la temporalité ma temporalité dans l'entrée dans le parcours de soins? Effectivement, pourquoi il vient me voir à ce moment-là? Est-ce qu'il est envoyé ou il veut un premier avis, un deuxième avis, troisième avis? Donc, c'est des choses qui, dans certaines situations, on doit identifier pour que la prise en charge soit correcte. Et on doit aussi se poser la question de savoir sur quels intervenants interviennent autour du patient. Effectivement, on peut dire que dans la vie de tous les jours, 60% des patients n'ont pas de problème. Mais il y a un certain nombre de patients qui, effectivement, ont des aidants, soit des aidants familiaux, soit des aidants professionnels, infirmiers, kinés, et puis qui ont des relations plus ou moins bonnes avec leurs pharmaciens. Et donc, c'est des choses qu'on doit identifier très précisément pour que, au moment où on va passer à la phase suivante, qu'au moment où on aura la certitude d'avoir un diagnostic, parce qu'aujourd'hui, je pense que le travail entre médecins généralistes et médecins spécialistes doit faire que quand on propose un médicament à des patients, on doit avoir une quasi-certitude diagnostique. Et qu'aujourd'hui, le traitement des preuves, comme on faisait dans le temps, doit être réservé quelque part seulement à des centres de référence. On ne peut plus aujourd'hui supporter l'incertitude. Alors, et puis on doit savoir aussi accepter, hiérarchiser les traitements et accepter des renonciations. Des fois, on voit certains spécialistes qui disent « mais ce généraliste-là, il n'a rien fait, pourquoi il ne vous prend pas ça en charge ?» Mais quand vous avez déjà 20 ou 25 lignes de médicaments, il y a un moment donné, il faut faire vraiment des choix de priorisation. Donc, toute cette réflexion doit être complétée par effectivement une logique de dialogue avec le patient, connaître son vécu, ses allergies, les allergies vraies et puis les intolérances. Il y a beaucoup de gens qui vous disent « je ne supporte pas tel ou tel médicament », mais finalement, on ne sait pas dans quelle situation ils ont eu finalement des désagréments, des intolérances, en fait, qui ne sont pas des allergies vraies et qui, au moment venu, notamment en antibiothérapie, peuvent poser des problématiques. Donc, ne pas hésiter à faire des examens d'allergologie, etc., pour qu'effectivement, quand on aura le patient en face de soi, on puisse vraiment lui prescrire à la bonne dose le bon médicament, le bon principe actif, à la bonne dose, lui expliquer que ce n'est pas à lui de moduler les doses parce qu'il a des ressentis, etc. Enfin, il faut voir les phases où on doit, quand on envoie chez un médecin spécialiste, c'est comment intégrer les nouveaux traitements et que effectivement ça corresponde bien aux besoins du patient. Il y a des situations dans le renouvellement qui peuvent aussi mettre surtout en difficulté les généralistes, où par exemple il y a la situation des génériques, par exemple, où les patients confondent le nom des principes actifs et le nom des laboratoires. La couleur des médicaments, ce qui fait qu'ils accumulent des principes actifs. Donc tout ceci sont des éléments importants qu'au moment où on va finalement rédiger l'ordonnance et expliquer au patient, on doit être sûr que de sa bonne compréhension, qu'il a envie de continuer le médicament et que surtout, un médicament n'est pas pris forcément à vie, qu'il y a une phase thérapeutique aiguë ou chronique
et qu'il doit bien sentir que le médecin ne lui donne pas simplement un bout de papier se déchargeant pour aller chez le pharmacien pour la suite de la prise en charge. Merci beaucoup. Alors Gérard, est-ce que vous... Oui, je pense qu'effectivement, et vous l'avez bien dit, le rôle du prescripteur et particulièrement du médecin généraliste est primordial. Dans la relation de confiance, c'est à lui à faire tout le travail. Moi, je pense que effectivement, c'est normal que le patient confonde l'appellation du médicament avec le laboratoire. Il a plutôt tendance à parler de la pilule bleue, rose ou blanche. C'est normal. Moi, le métier de patient, on ne me l'a pas appris. Je n'étais pas programmé pour faire patient. Par contre, vous avez fait 8, 10 ans, 12 ans d'études, donc c'est à vous à nous apprendre. C'est à vous à faire l'effort de nous faire comprendre, à mieux, évidemment, faire bon usage de ce que vous nous prescrivez, à nous rendre effectivement observants, adhérents et participants au traitement. Mais il y a aussi une autre notion qu'il faut apprécier, c'est s'inscrire dans le temps. Il est bien évident que même si on n'est pas dans la pathologie chronique, on peut être simplement sur des traitements épisodiques, il n'empêche qu'il faut effectivement expliquer ça aussi, la périodicité des médicaments, pour que le patient, il faut savoir aussi le suivre. Et donc, c'est effectivement ce patient qui a sa propre expérience, sa propre représentation, mais qui effectivement a peu de connaissances scientifiques, il faut essayer de l'aider, de l'accompagner, être bienveillant avec lui pour qu'il devienne effectivement observant ou créer le climat de confiance que vous souhaitez. Mais le point de départ est extrêmement important. C'est au prescripteur à faire tout l'effort. Le patient, lui, il souffre. Et donc, c'est au prescripteur à faire tout l'effort. Et je pense qu'effectivement, c'est le point crucial. Après, on pourra toujours accuser le patient d'inobservance. Il faut s'interroger, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les raisons. Et parfois, les raisons, c'est qu'effectivement, le premier contact n'est pas un bon contact. Et c'est là où il faut l'annonce du diagnostic, etc. Toutes ces affaires-là sont des affaires d'humains, de relations humaines. Et c'est très important de prendre en compte, effectivement, les postures des uns par rapport aux autres. Alors, prescription, point de départ, mais après, il y a la délivrance, qui est aussi un point très important. Philippe. Et oui, ce qui vient d'être dit est important. Donc, on est à la phase 2 là, du parcours du patient. Donc il est allé avec son médecin et ils se sont dit des choses mystérieuses pour le pharmacien. Ils ont été dans un colloque singulier, ils savent des choses tous les deux que le pharmacien ne sait pas. Le pharmacien, lui, il a pour tout potage une prescription médicale avec des médicaments. Et qu'est-ce qu'il sait, le pharmacien, lui? Il sait qu'est-ce que sont les médicaments, à quoi ils servent, quelles sont leurs posologies normales par rapport à la personne qui est en face de lui. Et lui, il va faire le chemin à rebours, le pharmacien. Il va partir de l'ordonnance, de la prescription, et il va imaginer ce que le patient a. Voilà. Et ce qu'il peut avoir. Et ensuite, il doit faire quelque chose d'important. C'est parler avec des mots intelligibles, des mots de tous les jours. Et donc mettre sur les médicaments et sur à quoi ils servent des mots de tous les jours. Donc ça, c'est pour le mal de ventre, ça, c'est pour ton cholestérol, ça, c'est pour ton hypertension. 2 mots pour que le patient puisse s'approprier le contenu d'une ordonnance après avoir eu le dialogue. Donc cette espèce de formation qui se passe à ce moment-là de la délivrance, à ce moment-là également, peut se passer de façon assez accidentelle des repérages sur c'est un peu étrange cette posologie par rapport à la norme, ou bien qu'est-ce qui s'est passé sur ce médicament
Parce que de temps en temps, quand on dit, moi je me suis souvent entendu dire que quand je dis voilà ce médicament il sert à ça, le patient il me regarde avec un air de dire j'ai pas du tout ça. Et donc ça m'interpelle. Donc du coup là on déclenche un dialogue avec le patient, s'il veut, s'il souhaite faire ça. Deuxième des choses que nous faisons, c'est que nous avons la connaissance des autres traitements du patient, de l'antériorité. Et donc nous sommes en ça fort aidés par l'outil informatique, par notre poste de travail, les excellentes bases de données qui sont intégrées dans ces outils informatiques. Et donc nous savons quelle est l'histoire médicamenteuse du patient. Et nous avons des connaissances là-dessus qui nous sont apportées que parfois le médecin ne connaît pas. Parce que parfois le patient il est allé à l'hôpital, parfois le patient il est allé chez d'autres prescripteurs, spécialistes, sans forcément que le médecin généraliste le sache. Et nous, ça bipe forcément quand il y a un sujet, parce que les interactions ou les problématiques ou les redondances se voient non seulement au travers de la prescription, mais au travers de l'historique du traitement du patient. Donc ça nous permet également de faire quelques arrêts sur image sur le sujet. Je ne vais pas aller plus loin sur le truc, mais je reviendrai dans une autre question, ce que sera le pharmacien de l'avenir, le pharmacien post-Ségur numérique. Parce que ça, ce sera complètement différent. Parce que nous aurons un champ d'information qui sera beaucoup plus vaste. Donc nous pourrons améliorer le deuxième rôle de conseil. Ce qui est très peu fait également, actuellement, c'est fait, mais très peu, et qui sera très amélioré aussi par l'outil informatique de demain, c'est les relations médecin-pharmacien. Et ça, on en parlera, j'espère, sur l'avenir, sur les prescriptions, etc. Absolument. Peut-être insister sur le fait qu'une chose qu'on ne sait pas souvent, c'est que les patients reviennent, dans l'immense majorité des cas, toujours dans la même officine. Ah, les patients chroniques, c'est certain. Oui. On a 90. Oui, on a 4. Oui, ça c'est. En fait, il y a deux catégories de patients, et Gérard l'a dit tout à l'heure, c'est les patients chroniques et les patients qui ont de temps en temps, qui sont en fait en bonne santé générale et qui de temps en temps ont un épisode de maladie. Ceux-là, je sais pas, tu vas me corriger les chiffres, je n'ai pas les chiffres, mais je vais dire une bêtise. Donc, mais on va dire les 2/3 des Français qui sont globalement qui n'ont pas de pathologie chronique, peut-être ils n'ont pas toujours la même pharmacie. Et c'est donc la majorité des Français. Ça. Et donc dans l'esprit de la majorité des Français, effectivement, on n'a pas forcément une pharmacie alors qu'on connaît son médecin de famille. En revanche, les patients chroniques, ils ont toujours la même pharmacie. Et donc eux, ils ont toujours la même pharmacie. Donc eux, c'est ça qui donne cette impression-là. Exactement. L'impression de ne pas avoir de pharmacie traitante, c'est qu'en fait, la majorité des Français qui n'a pas de pathologie chronique se fichent un petit peu de où il va dans la pharmacie. Les chroniques, ils s'en fichent pas. Ils vont toujours dans la même pharmacie. Merci pour cette précision. Alors, on continue avec l'évolution dans la chaîne, à moins que Gérard veuille le président m'a devancé. Je pense que la conclusion de son intervention, c'est vite mon espace santé et la stratégie du numérique en santé dans ce pays. D'accord, absolument. Donc, merci pour votre présence. Et merci. Expliquez-nous de votre point de vue comment... Alors, moi, je suis au bout de la chaîne. En fait, on représente les professionnels Pas tout à fait. du dernier kilomètre gauche, avec mes collègues en professionnels de santé, mais avec nos collègues, bien sûr, du médico-social et à domicile. Alors, les infirmières et infirmiers libéraux ont la particularité d'avoir quasiment 98% de leur activité au domicile des patients. Donc, ils les envisagent, entre guillemets, ou ils travaillent dans leur environnement en fait, psychosocial. Et c'est vrai que la vision qu'on peut avoir de nos patients diffère peut-être de celle du pharmacien ou du médecin si ces médecins ou pharmaciens en fait, ne les voient qu'à l'officine ou au cabinet médical. À domicile, en fait, on les voit dans leur environnement et on a parfois des surprises. En fait. Parce que c'est vrai que l'image qu'on peut donner à l'extérieur n'est peut-être pas tout à fait l'image qu'on a dans l'environnement en fait, dans lequel évoluent ces patients. Ça, c'est la première chose. Donc, on a, nous, en fait,
Et on constate souvent des problèmes, des problématiques d'observance, mais vous avez parlé d'observance tout à l'heure, en fait, d'observance thérapeutique, avec des outils susceptibles d'aider à cette bonne observance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'observance thérapeutique en France, couplée à la iatrogénie médicamenteuse, et c'est des fois lié avec les complications que ça induit, ça génère à peu près un surcoût pour la société d'environ 15 milliards d'euros par an. C'est ce qui est énorme. Donc il y a des gisements effectivement d'économie à chercher, mais c'est surtout des problématiques de santé publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soigner, administrer des médicaments qui aboutissent à une aggravation de l'état de santé, c'est quand même un problème. Donc, le bon médicament au bon patient et la bonne administration, c'est ce qu'on a à réaliser, en fait, nous, acteurs de santé à domicile, avec les acteurs du médico-social, bien sûr. Et je rejoins ce que dit Philippe Besset, c'est-à-dire que l'ouverture de l'espace numérique va nous aider à mettre en place peut-être un cercle vertueux qui consistera à ce qu'il y ait un décloisonnement entre les différents acteurs du parcours, en tout cas de l'ordonnance, c'est-à-dire la prescription, la préparation des doses administrées et derrière l'administration proprement dit à domicile. Et l'idée est de mettre en place en fait un cercle vertueux, une boucle vertueuse, même, j'aurais tendance à dire, parce qu'il faut absolument qu'il y ait un retour derrière au médecin traitant pour lui dire le médicament est bien pris ou le médicament est mal pris. Je vais vous donner juste un exemple. Vous avez parfois des patients qui prennent des diurétiques au long cours, mais qui, de manière épisodique, ne les prennent pas parce qu'ils vont faire des courses et qui ne veulent pas être gênés en fait, en allant faire leurs courses, et donc ne les prennent pas. Et des fois, en fait, ils ne les prennent pas un jour, 2 jours, et ça aboutit à l'apparition d'œdèmes. Et c'est vrai que s'ils vont voir leur médecin parce qu'ils ont des œdèmes, ils vont peut-être oublier de dire au médecin, de manière proactive ou pas, qu'ils ont oublié ou qu'ils ne prennent pas épisodiquement ce diurétique. Donc le médecin va peut-être augmenter les doses de diurétique au regard, au constat, en fait, à l'examen clinique. Et de ce fait, en fait, on rentre dans là, pour le coup, dans un cercle vicieux qui amène des problèmes. Donc il y a des choses à améliorer en termes d'observance, il y a des choses à améliorer en termes de coordination des acteurs, et il y a des choses à améliorer en termes de décloisonnement. Il y a des choses à améliorer, mais vous faites déjà beaucoup de choses. C'est aussi, je trouve, un constat important de cette discussion. Pauline. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup de me laisser l'opportunité de mettre en lumière aujourd'hui le rôle des aidants dans le bon usage des médicaments par leurs proches. Et c'est d'autant plus important qu'on compte entre 8 à 11 millions d'aidants en France. C'est des données de 2019 assez récentes. Je vais d'abord revenir sur, assez rapidement sur les aidants. Qui sont les aidants ? Et puis ensuite, lors de la préparation de cette présentation, j'ai trouvé intéressant d'aborder le sujet avec deux types d'aidants, 2 profils différents, l'aidant d'une personne âgée et l'aidant d'un enfant en situation de handicap. Donc pour débuter avec la définition d'un aidant, on a des précisions dans les textes législatifs, mais pour faire quelque chose d'assez globalisé, ça peut être un conjoint, un partenaire de PACS, un concubin, un membre de la famille, un proche qui vit avec une personne qui l'aide ou qui vient souvent lui apporter son aide. L'aide va être non professionnelle, elle va être régulière, fréquente. Et puis pour des actes de la vie quotidienne que la personne aidée ne peut plus réaliser, plus du tout ou partiellement. Donc l'aidant, dans son rôle dans la vie quotidienne de la personne qui l'aide, va se rendre compte naturellement de la prise d'un traitement médicamenteux et va parfois intervenir dans ce sens-là. Donc plus particulièrement concernant les aidants de personnes âgées, ça va souvent être un conjoint ou un enfant. Spécifiquement sur le médicament,
L'aidant va faire, par exemple, le suivi des prescriptions, vérifier que les ordonnances sont bien renouvelées, faire la gestion des stocks en cas de péremption des boîtes, et puis aussi faire cette coordination avec les professionnels de santé qui suivent la personne qui l'aide. Et tout ça, ça peut être assez impressionnant pour l'aidant, assez inquiétant puisque les personnes âgées peuvent être polymédiquées. Et donc, c'est toute l'importance de la coordination entre tous les professionnels de santé et l'intégration de l'aidant dans cette coordination-là. L'objectif, c'est de créer une relation de confiance pour que l'aidant, qui a un véritable rôle, je trouve, de vigie, puisse faire part aux professionnels de santé de l'existence de signaux faibles qui pourraient mettre en évidence potentiellement la survenue d'un effet indésirable. Et l'aidant aussi va pouvoir se rendre compte du bon suivi ou non du traitement par son proche. Alors ensuite, pour passer à l'aidant d'un enfant en situation de handicap, j'ai souhaité évoquer ce profil d'aidant parce que les aidants qui sont souvent les parents, les représentants légaux, vont être extrêmement impliqués aussi dans le suivi du traitement médicamenteux de leur enfant et parfois même dans l'administration de celui-ci. Cette implication très poussée fait d'eux de véritables acteurs dans le parcours de santé de leurs enfants, parce qu'ils sont au quotidien avec l'enfant, en permanence avec lui. On l'a vu aussi lors de cette pandémie qui continue, mais lors des moments très difficiles, par exemple, de confinement, où les aidants d'enfants en situation de handicap ont été encore plus sollicités. Et là, l'accompagnement des professionnels de santé est d'autant plus important pour former, acculturer au bon usage du médicament, à la iatrogénie médicamenteuse. Donc voilà, pour tirer une petite conclusion sur tous ces points que je viens d'évoquer, moi je trouve que ce que ça met en lumière, c'est l'importance de la transmission tout au long de la vie des personnes, des règles du bon usage du médicament, pour qu'ensuite, lorsque la personne devient elle-même un aidant, puisse les communiquer à ses proches et les utiliser. Et puis, bien sûr, il faut que ces connaissances soient renforcées tout au long de la vie. Et c'est là que le travail partenarial avec les professionnels de santé de la personne aidée s'instaure. Donc voilà, important de former les aidants, de les acculturer et puis aussi de les associer dans le parcours. Ouais, vous avez parlé en introduction de 17 millions d'aidants. Non, de 8 à 10 millions. 8 à 10 millions, oui, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup si on les compare à 1 million de professionnels de santé. Je pense que ça, Gérard, c'est un levier qu'on ne peut pas ignorer. Ça montre bien que la maladie nécessite de l'amour. Moi, quand j'entends parler des aidants, je parle beaucoup de patients partenaires, de patients experts, mais les aidants, c'est un niveau supérieur. On incorpore la maladie de l'autre et on vit la maladie de l'autre au travers effectivement de celui qui est malade. Donc c'est extrêmement émouvant. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les aidants. Parce qu'effectivement, ils vivent et la maladie et ils prennent effectivement toutes les difficultés qui impactent aussi leur propre vie. D'ailleurs, souvent, les aidants, notamment pour les handicaps et les personnes âgées, ils vieillissent plus vite que les malades. Donc, on a un vrai sujet, mais ça montre bien quand même, encore une fois de plus, que sur ce sujet du bon usage du médicament, on voit bien que si on veut obtenir des résultats, c'est la notion d'équipe, c'est la notion d'avoir de vrais liens entre ceux qui soignent, ou ceux qui sont là pour soigner, ceux qui sont là pour aider d'une manière humaine. Et c'est vrai que c'est une nécessité d'avoir beaucoup d'humanité dans la prise en charge de cette personne qui souffre.
Et c'est vrai que voilà, les EHPAD, c'est quand même important dans ce pays. Et il faudrait peut-être les multiplier. Peut-être là aussi, comme je parlais tout à l'heure, parfois un petit bout de texte législatif, il faudrait aussi peut-être reconnaître cet engagement-là de l'aidant dans un cadre un peu plus légal, afin que quand même parfois ils puissent eux aussi avoir droit à des avantages qu'ils méritent amplement. Très bien, merci. Donc, Philippe Lamoureux, on est content de vous avoir ici parce que je pense que nous qui sommes des professionnels du bon usage, on va dire, nous, c'est notre métier que les produits soient bien utilisés, ou d'essayer de tendre à ça. Je pense qu'on sous-estime souvent l'importance et le rôle des industriels du médicament dans cette perspective, avec cet objectif et leur engagement avec les patients. Vous allez nous rappeler un peu de quelle façon ça se passe. Oui, merci. C'est vrai que le rôle de l'industriel, il est complexe parce que sa relation avec le patient, elle est complètement médiée par le professionnel, que ce soit le médecin, le pharmacien, l'infirmier, l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès du patient. Et par ailleurs, l'industriel, son rôle, c'est de fournir une solution thérapeutique à une personne malade, tout en sachant que s'il a un patient qui n'est pas observant, l'efficacité du traitement, quelle que soit sa qualité, sera nulle. Et donc, en réalité, l'industriel, il est nulle part, et en même temps, il est partout. Pourquoi il est partout ? Parce que son rôle commence au moment des essais cliniques, c'est-à-dire avant même l'intervention du médecin. Et le rôle de l'industriel au moment de l'essai clinique, et on sait que ces essais cliniques sont faits sur des cohortes de population qui ne sont pas illimitées, c'est d'essayer d'identifier au mieux et de recueillir le maximum d'informations qui permettent d'optimiser la prise des traitements. Et son rôle, c'est aussi d'essayer, dans la mesure du possible, d'identifier les difficultés que pourrait poser un traitement sans que ça remette en cause le bénéfice-risque. On sait bien qu'il y a des populations plus sensibles. C'est difficile de faire des essais cliniques sur les femmes enceintes, c'est difficile de faire des essais cliniques en pédiatrie, c'est difficile de faire des essais cliniques sur les personnes âgées. Il y a des sous-populations qui sont des sous-populations à risque, les personnes, par exemple, qui souffrent d'insuffisance rénale. Et donc, tout ce travail au moment des essais cliniques, il est fondamental pour le bon usage. En réalité, beaucoup de choses se jouent dès cet instant-là. Le deuxième élément, c'est évidemment au moment de la fabrication, puisque au moment de la fabrication, l'industriel, il a un rôle de production, bien sûr, mais il a aussi un rôle d'information, puisque c'est lui qui va fabriquer les notices sous le contrôle des autorités. Et vous savez qu'on est extrêmement réglementé, à juste titre. Et c'est lui aussi qui va fabriquer le packaging, qui est aussi, et qui l'est de plus en plus, un vecteur d'information. Son rôle, ça va aussi être de sécuriser l'utilisation du médicament. Par exemple, d'apposer des dispositifs anti-effraction qui permettent de lutter contre le risque de médicaments contrefaits. Et donc, les essais cliniques, la fabrication, on est très en amont. Ensuite, quand on se penche sur l'aval, effectivement, le rôle de l'industriel, il va déjà consister à faciliter l'utilisation du médicament en vie réelle. Et de ce point de vue-là, il va à la fois essayer de mettre en place des outils destinés à favoriser l'observance. On sait très bien, on va prendre une pathologie que vous connaissez tous, la schizophrénie. Un patient non observant, c'est un patient qui rechute. Donc, l'observance est un enjeu absolument essentiel. Et pour ce faire, l'industriel, il va essayer de trouver la forme galénique la plus adaptée, libération prolongée, forme orale ou injectable, et de mettre en place, et c'est le deuxième aspect, des outils d'accompagnement. Et on voit de plus en plus ces outils d'accompagnement, on n'en est pas encore tout à fait, même si ça commence à arriver, à ces médicaments intelligents. Mais l'avenir du médicament, c'est aussi de passer du médicament à la solution globale de santé qui va embarquer du dispositif médical, de l'intelligence artificielle, un peu la même évolution que celle que Philippe soulignait tout à l'heure, et qui va permettre là aussi de gagner en efficience, de gagner en efficacité. Ces outils d'accompagnement, ils existent déjà, il ne faut pas non plus caricaturer, pour prendre des pathologies comme le diabète ou pour prendre des pathologies comme les anticoagulants.
ce sont aujourd'hui des traitements qui sont accompagnés pour permettre une bonne utilisation. Enfin, et ça c'est aussi une voie d'avenir, elle existe déjà, c'est ce qu'on appelle les phases 4, c'est-à-dire l'obligation pour les industriels de suivre ce qui se passe en vie réelle. Et ça va devenir de plus en plus important parce que les mécanismes d'accès font que sur des thérapies de rupture, les patients veulent avoir accès au traitement le plus en amont possible, le plus tôt possible. Eh bien, il va falloir surveiller les effets indésirables, recueillir de la donnée en vie réelle. Et là, ça sera le rôle, eh bien, effectivement, des professionnels de santé. Ça sera le rôle des visiteurs médicaux. C'est une des évolutions de la visite médicale. Et donc, le rôle des industriels, il est à tous les endroits de la chaîne, sans oublier, mais ça c'est juste pour tendre une perche à mon voisin de gauche, sans oublier que, évidemment, la première responsabilité de l'industriel, c'est que le médicament soit disponible. Et donc son rôle aussi, c'est en premier lieu de garantir la sécurité des approvisionnements. Et c'est vrai que c'est un combat qu'on partage et qui nous anime en permanence et qui fait partie de évidemment de notre mission. Oui, merci. Évidemment, le dernier point est très important. Donc, Gérard, est-ce que vous pensez que les industriels jouent bien leur rôle dans ce domaine aujourd'hui? Ah, les industriels. Indispensable. Indispensable. Peut-être c'est parce qu'on les aime tellement qu'on se confronte tout le temps avec eux. Mais oui, heureusement qu'il y a quand même une industrie pharmaceutique qui est capable aujourd'hui de trouver des médicaments, y compris des médicaments innovants, et à répondre aux attentes et aux besoins. Après, évidemment, tout un poids de l'histoire qui fait que le regard sur les industriels peut être porté d'une façon un peu négative, un peu beaucoup parfois négative, etc. Mais là aussi, je pense qu'il y a aujourd'hui des représentations, parfois qui ne sont pas forcément si erronées que ça, puis aussi il y a la nécessité de construire quelque chose de plus intelligent, de plus coopérant, de plus respectueux dans le domaine de la santé, dans notre système de santé. Et les industriels font partie des acteurs, incontestablement. Donc à nous aussi de comprendre ce que sont les industriels, à eux aussi de faire l'effort peut-être d'une plus grande transparence, d'une plus grande écoute de l'ensemble aussi des acteurs, pour arriver effectivement à ce qu'on trouve des moyens de discussion et d'approche positive. Bien sûr qu'il y a aujourd'hui cette actualité sur les ruptures de médicaments, la pénurie de médicaments, qui fait qu'effectivement, les patients ne comprennent pas, particulièrement souvent quand ce sont quand même des médicaments qui sont importants, hein, que ce soit en oncologie ou autre. Donc, les patients ne comprennent pas ces ruptures-là. Il y a bien sûr aussi, notamment dans la volonté d'accès précoce à des thérapies nouvelles, des retards de mise sur le marché, parce que notre système, il est ce qu'il est. Alors on a évidemment facilement l'habitude de mettre ça sur le dos des industriels, parce que, en fait, pas forcément, mais ça peut arriver, ça arrive. Donc, il y a une difficulté de relation aujourd'hui avec l'industrie pharmaceutique. Il y a de bonnes raisons pour qu'elle soit difficile, mais je pense qu'il nous faut là aussi apprendre à travailler ensemble, de ne pas se cacher grand-chose. Et quand Philippe parlait de l'ensemble du processus de mise sur le marché ou d'études ou d'essais, phase 1, phase 2 et 3, je pense qu'effectivement, si l'on veut mieux comprendre ce fonctionnement-là, on a tout intérêt, ou ils ont, les industriels, tout intérêt à avoir des relations extrêmement transparentes avec les structures représentatives de ces pathologies-là, que ça ne se fasse pas plus ou moins en catimini ou autre, mais très transparente. Les essais cliniques, nous voulons y participer, nous pouvons y participer, nous devrons y participer. Enfin, il a fini par quelque chose on l'a évoqué tout à l'heure, ce sont les essais en vie réelle. Eh bien, je pense qu'effectivement, là aussi, les associations de patients ont un rôle majeur, je l'ai dit, à être à l'origine de ces études en vie réelle, parce qu'effectivement,
le bon usage du médicament, mais aussi la qualité de vie de chaque individu répond effectivement à sa capacité de pouvoir mieux vivre avec la maladie et avec les traitements pour soigner cette maladie. Donc, nous avons incontestablement des convergences à avoir. Il faut trouver aujourd'hui les bons niveaux de ces convergences-là, sans faire table rase du passé. On a des conflits, évidemment, mais aussi en essayant de regarder les choses d'une façon un peu plus intelligente, me semble-t-il aujourd'hui, que les confrontations qui ne nous mèneront pas à grand-chose. Très bien. Je crois que c'est dit. Les industriels du médicament sont des acteurs essentiels du bon usage. Il faut organiser les relations, mais il faut aller dans le même sens. Alors, on va, si vous êtes d'accord, peut-être refaire un deuxième tour de parole, parce que sinon Philippe m'en voudra, parce que je sens qu'il a préparé une deuxième tirade cette fois-ci. Effectivement, il y a un élément qui est majeur, qui arrive, et on l'espère en tout cas, bientôt. C'est la possibilité d'accéder beaucoup plus facilement, lorsqu'on est patient et lorsqu'on est professionnel, à l'information médicale qui concerne un patient. C'est certainement un élément important par rapport à la discussion que nous avons aujourd'hui. C'est certainement un outil et une façon de pouvoir engager davantage pour les professionnels, les patients, dans le bon usage de leur traitement. Et je pense qu'il serait intéressant d'écouter rapidement, brièvement, chacun des professionnels sur ce sujet. Quelle idée vous faites-vous concrètement de ce que va pouvoir vous apporter cette évolution ? Cette évolution, je veux dire, elle nous apportera probablement une meilleure compréhension, une meilleure traçabilité des prises en charge et de mieux connaître ce qu'il y a de chaque côté, le professionnel, côté patient. Mais cette évolution nécessite de la pédagogie et de la formation. Et je pense que là, les pouvoirs publics doivent mettre en place des programmes de formation, déjà, je veux dire, à la limite, tous les soirs, au lieu d'avoir certains mini-feuilletons débiles à la télévision, on ferait mieux d'avoir des formations, des petits flashs tous les jours sur comment accéder à mon espace numérique, des formations, etc. Parce que sinon, on n'arrivera pas, quoi. Je veux dire qu'il y a une partie de la population qui sera totalement exclue, quoi. C'est-à-dire que... Et donc la formation, la pédagogie, et déjà des professionnels, hein. Et puis, je veux dire, et quand je dis des professionnels, c'est-à-dire aussi, à un moment donné, revenir à ce qu'on faisait dans le temps, à une formation des fois présentielle, polyprofessionnelle, et où les professionnels sont retirés, ont un temps dédié à ça pour vraiment échanger, et que derrière, il y ait des équipes de formateurs qui soient au fait, effectivement, de ces évolutions technologiques, et que ce ne soit pas forcément des professionnels entre eux qui se reforment. Il y a un moment donné, je pense que la compétence informatique ne s'invente pas. Nous, on est des médecins, des pharmaciens, etc. On peut, à l'usage, dégager des habitudes, mais la compétence autour de la bonne utilisation des outils, elle doit être faite par des vrais professionnels et qu'on ait des temps dédiés. Et que ça doit être, même, je vais vous dire, ça devrait être obligatoire. Ça devrait être un des temps forts du conventionnement des nouvelles conventions. Si vous n'avez pas la formation, vous n'êtes pas conventionné. On nous a bien fait l'éducation thérapeutique, on a bien sorti l'éducation thérapeutique de l'omnivalence du diplôme de médecin. Eh ben, je veux dire, cette compétence-là de l'outil informatique nécessaire à la bonne prise en charge des patients, l'espace numérique, ça doit être une compétence particulière et les moyens nécessaires doivent être mis en place pour que, effectivement, l'ensemble du corps médical et professionnel de santé ait accès et puisse l'utiliser correctement. C'est ce qu'on a raté avec le DMP. Il n'y a pas eu de vraie formation, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le challenge. L'outil, semble-t-il, évolue d'une manière assez satisfaisante. Mais maintenant, on doit effectivement former les professionnels et des vraies formations, sinon il ne se passera rien. Mais concrètement, dans quelques semaines, dans quelques mois, tous les patients qui sortiront d'un cabinet médical avec un médecin qui aura un système informatique quel qu'il soit,
aura son ordonnance sur son téléphone. Alors, pour vous, c'est une façon d'organiser le dialogue. Oui, enfin bon, il ne faut pas rêver, quoi. Hein. Je veux dire que c'est... On va mettre 5 ans. L'espace sera créé. Oui, l'espace sera créé. Non, mais s'il n'y a pas une révolution quelque part dans la... Je veux dire que le progrès ne viendra que de la coercition, mais en face d'une coercition, il y a une compensation. Je veux dire, bon, c'est pas là de faire... je ne suis pas là dans un espace... je suis syndicaliste, donc tout le monde comprendra qu'il faut mettre un petit peu de pognon sur la table. Alors, vous faites confiance dans les négociations conventionnelles. Mais j'ai bien entendu que votre proposition est intéressante. D'ailleurs, je vais me précipiter à montrer, parce qu'effectivement, tout médecin qui n'aura pas fait une formation à l'utilisation de l'outil ne sera pas conventionné. Ça me plaît. Ça me plaît assez, ça. Moi, je ne veux pas que tu m'enlèves mes feuilletons du soir de... Il y en a un sur M6 avec un pharmacien très rigolo, d'ailleurs. Je ne veux pas que tu me l'enlèves, ça. Bon, plus sérieusement. On a effectivement une révolution qui s'annonce avec le Ségur du numérique. C'est quelque chose qu'on accompagne assez fortement, avec des logiciels métiers de toutes les professions qui vont évoluer très fortement dans l'année 2022. Et on va dire que si effectivement mon espace santé, donc l'espace patient, sera là au 1er janvier 2022 pour les patients, il ne pourra pas être alimenté, on ne pourra pas s'en servir utilement avant 2023, c'est-à-dire avant que les logiciels métiers des professionnels de santé ne soient adaptés à l'outil. Ça nous laisse un an pour nous former à cette utilisation. Donc, mon espace santé, c'est l'espace du patient, c'est là qu'il va avoir toutes ces informations, donc l'ensemble de ses ordonnances, l'ensemble de ses traitements, ses vaccins, l'ensemble de ses examens de biologie, de radiologie, enfin voilà. Donc il va pouvoir stocker là l'ensemble de son dossier, et c'est donc quelque chose qui va être, j'espère, plus ergonomique que le DMP et qui va être utile pour lui. Nous, qu'est-ce qui change pour nous ? Ce qui change pour nous, en premier lieu, pour moi, c'est l'e-prescription. L'e-prescription, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire parce que ça va différencier dans le suivi l'acte pharmaceutique et l'acte médical de prescription. C'est-à-dire qu'en fait, avec la e-prescription, on va savoir ce que le médecin a prescrit et ce que le pharmacien en a fait. Et le médecin va savoir ce que le pharmacien en a fait. Concrètement, le médecin, sur son ordinateur métier, sur son logiciel métier, il va éditer la même ordonnance papier pour le patient, mais l'ordonnance papier aura en même plus un QR code qui contiendra un numéro unique, infalsifiable, de prescription. Une fois que ce document sera remis au patient, en même temps, le logiciel, sans que le médecin n'ait d'autres manipulations complexes à faire, sera envoyé en Y, d'une part dans un serveur, géré par on va dire l'assurance maladie, mais le système conventionnel en fait, un serveur, et par ailleurs, il sera envoyé sur l'espace du patient. Voilà. Donc, de façon numérique à deux endroits, et physiquement, le patient là. Le patient, ensuite, qu'est-ce qu'il fait par rapport au pharmacien ? Il va dans une pharmacie où il l'envoie depuis son espace numérique à la pharmacie qu'il souhaite. Et le pharmacien, avec sa carte de professionnel de santé, va récupérer, grâce au numéro, il ne va pas lire les médicaments comme il fait aujourd'hui, avec l'œil. Il va récupérer, avec le numéro et le data matrix, l'ordonnance dans la base de données. Quand il a l'ordonnance avec la base de données, elle s'affiche sur son logiciel métier et il fait les modifications qu'il doit faire. Un générique, la substitution qui se doit substituer. Il arrête un médicament s'il y a un problème de iatrogénie. Il ne délivre pas une ligne si le patient lui dit « j'en ai 12 boîtes chez moi ». En tout cas, ce qui va se passer, c'est que par retour d'information, le médecin va savoir ce qui est advenu de la délivrance, ce qu'il ne sait pas pour l'instant. Et surtout, ce qu'il va savoir, et ça, cher Gérard, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir quand même, il va savoir si le patient n'est pas allé chercher la prescription. Parce que quand il ne va pas avoir de retour sur son numéro d'ordonnance n'a pas été délivré, ça voudra dire que le patient n'est pas allé chercher la prescription. Donc quand il va revenir, il va dire « qu'est-ce que tu as fait avec la prescription ?» Voilà. Donc ça, ce suivi avec la e-prescription permettra un suivi beaucoup plus fin et un dialogue entre nous sur les conditions, sur la façon
dont on délivre le médicament. Ça, c'est le premier point. La deuxième révolution pour nous, c'est que comme l'espace numérique de santé va être accessible aux professionnels de référence choisis par le patient, moi, désormais, je ne vais plus avoir un logiciel de vente de médicaments, je ne vais pas commencer par les produits, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais commencer par le patient. C'est-à-dire qu'en fait, je vais d'abord identifier le patient et va me remonter son dernier examen de biologie, le volet de synthèse médicale, l'historique des médicaments qu'il a pris les mois derniers. Ça change tout pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, je sais, en un clin d'œil, identifier la problématique de mon patient avant, au lieu de devoir l'inférer par les produits comme je faisais avant. Et ça change radicalement la façon que j'ai de travailler et de réaliser mon acte. Pour tout vous dire, je n'ai même pas, à aujourd'hui, l'idée de ce qu'on va pouvoir réellement apporter en plus grâce à cette innovation. Mais je le vois d'un œil très positif, comme vous j'ai pu vous l'exprimer. Le champ des possibles s'ouvre, mais il faut en faire un possible heureux, pas un possible malheureux. Et donc, comme je dis, le numérique en santé, il faut en faire le meilleur et pas le pire. Donc voilà, donc à nous de travailler pour en faire le meilleur, tout en sachant qu'effectivement, chacun d'entre nous, acteurs, qu'ils soient professionnels de santé, médecins, pharmaciens ou patients, on aura à modifier notre comportement dans ce cadre-là, bien entendu. Eh bien, chacun prendra ses propres responsabilités. Ouais. Et les infirmiers aussi. Absolument. Et l'infirmier aussi. Absolument. Enfin, moi, je rejoins ce que dit Philippe, c'est-à-dire que la e-prescription va sécuriser de manière extrêmement importante la prescription, tout simplement. Permet effectivement l'utilisation du numérique après derrière permet ces feedbacks en fait vers le médecin, du pharmacien vers le médecin, de l'infirmier vers le médecin, de l'infirmier vers le pharmacien, et tout ça pour mieux gérer en fait le stock médicamenteux aussi du patient. Il y a quelques années, enfin c'est pas si vieux que ça, c'était fin 2018, on a nous lancé un grand concours photo auprès de nos adhérents. C'est-à-dire qu'on leur a dit, sur une période donnée, vous allez photographier la pharmacie domestique des nouveaux patients âgés que vous allez prendre en charge. On avait reçu à l'époque quelque chose comme 400 clichés en l'espace d'une quinzaine de jours. On a vu des choses, enfin on le savait, hein, mais le fait de les compiler, en fait, met en relief les problèmes, et on a vu des choses hallucinantes. Moi, je suis certain que dans certains garages, on a découvert plus de médicaments qu'il n'y en avait à la pharmacie du village, avec les risques iatrogéniques que ça induit, c'est-à-dire madame qui prend les médicaments de monsieur parce qu'elle a un petit problème quelconque et elle doit penser que, en regardant la notice, que ça peut correspondre à quelque chose. Enfin, on observe des choses quand même assez hallucinantes. Donc il y a cette sécurisation, bien sûr, et puis après, cette gestion en fait, qu'on peut avoir à faire. Si le patient a dans sa pharmacie domestique 20, 30, 40 boîtes de Doliprane, est-ce qu'il est utile de continuer à en prescrire s'il n'en prend plus, en sachant qu'en plus que le Doliprane peut avoir en fait, une toxicité hépatique à moyen et long terme. Donc je pense que le numérique, oui, va nous apporter cette possibilité en fait, de créer ces feedbacks et de dire à un moment donné, il ne faut pas délivrer parce qu'il y en a assez, ne prends pas ce type de médicament, etc. etc. Donc c'est vraiment la problématique de l'observance dont on parlait tout à l'heure, qui va permettre, qui permettra de résoudre ce problème du bon usage des médicaments, parce que l'enjeu en fait de l'observance est majeur dans notre société aujourd'hui. Rapidement. Merci. Concernant le médico-social, le virage vers le numérique en santé est extrêmement intéressant aussi, puisque le médico-social est intégré à ce grand virage, et les services établissements médico-sociaux vont aussi être amenés, en fait, plus précisément, à alimenter l'espace santé de chacun des Français. Et ça va être extrêmement intéressant pour les professionnels de santé, puisqu'ils auront vraiment une vision à 360 du parcours sanitaire, social, médico-social de la personne. Et ensuite, concernant les aidants,
le Mon Espace Santé est particulièrement intéressant parce que beaucoup d'aidants sont encore des actifs au sens professionnel du terme. Et si un accès à l'espace santé leur est accordé par leurs proches, qui seraient d'accord, ça leur permet d'avoir une vision très complète aussi de la prise en charge du proche. Je pense que ça permet de gagner du temps parce que toute l'information est centralisée. Donc ce sera un vrai apport, je pense, pour les aidants, et puis aussi de pouvoir envoyer des messages avec la messagerie sécurisée. Enfin, il y aura un contact qui sera rapide, qui sera facilité. Ouais. En tout cas, c'est sûr que cette émergence d'information va nécessiter des opportunités et des devoirs de dialogue entre les professionnels et les patients. Et la certitude surplombante dont on nous a parlé tout à l'heure, il va falloir faire attention à ça. Voilà. Rapidement, peut-être, pour finir sur ce point. Non, très rapidement, je pense qu'on l'a bien vu, c'est tout l'intérêt de cette table ronde, c'est que le regard qui est porté sur le médicament, il est kaléidoscopique au travers de tous les intervenants. Et finalement, tout le monde contribue à ce bon usage avec le patient au centre. Et c'est vrai que ces nouveaux outils dont on va disposer vont être des gages ou des outils d'efficience, vont être des outils de connaissance, puis on peut se le dire entre nous aussi, vont être des marqueurs de non-qualité. Donc ce sera intéressant à suivre. Et si je peux déplacer un tout petit peu le sujet, moi qui ne suis pas un scientifique, il m'arrive parfois d'être complètement effaré par la vague d'innovation qui va arriver et par les ruptures technologiques auxquelles on va être confronté dans les 4 ou 5 années qui viennent. Et je pense que là aussi, il y a probablement une réflexion à avoir sur les opportunités qu'offre la digitalisation et l'IA sur l'amélioration de notre formation sur ces innovations de rupture, parce que je pense qu'on va avoir un véritable problème qui est la qualification des professionnels de santé sur l'utilisation de ces nouveaux médicaments, de ces nouvelles solutions thérapeutiques, et qui a probablement un sujet dont il faut qu'on s'empare collectivement. Oui, intéressant. Alors, pour ne pas quand même couper le bel enthousiasme, deux remarques quand même importantes. La première, c'est que on ne va pas transformer au 1er janvier 2022 notre système de santé tout d'un coup. Ça va prendre un certain temps. Il va falloir être humble dans la transformation qui est devant nous. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut le faire tous ensemble. Parce que si nous ne le faisons pas, d'autres le feront pour nous. Et là, peut-être qu'on aura tous à subir, effectivement, et à se plaindre des GAFA et d'autres industriels de la donnée de santé qui n'ont peut-être pas les mêmes valeurs que nous. Donc je pense qu'il faut qu'on mette en place cette stratégie numérique en santé qui est élaborée au 3e étage de cette bâtisse et qu'on la mette tous ensemble pour qu'effectivement on en fasse le meilleur et pas le pire. Merci, une belle conclusion. On passe aux questions, dans quelques minutes. Moi, j'ai la question qui s'impose. Que faites-vous des 50% de plus de 80 ans qui n'ont pas accès à Internet ? Oui. Alors, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, parce que je ne suis pas sûr que les gens de plus de 80 ans n'aient pas assez accès à Internet. Je suis assez surpris, moi, de voir des personnes âgées qui savent presser sur le bouton et sur le mulot aussi. Voilà, mais bon, c'est possible. Je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a une grande campagne, et peut-être que fin janvier, il y aura une grande conférence de presse ici même, pour annoncer cette véritable campagne d'aide. Pas simplement un spot publicitaire à la télé, si c'est ça, on aura manqué la cible, mais c'est véritablement un engagement d'ambassadeurs, des caisses primaires d'assurance maladie, bien d'autres aussi acteurs sur le territoire pour aller auprès de ces gens-là, leur expliquer et les aider, les accompagner à pouvoir, dans les EHPAD aussi, je pense que c'est extrêmement important, de pouvoir comment ces gens-là vont pouvoir utiliser l'outil numérique. Le basculement ne se fera pas du jour au lendemain, on gardera aussi quand même les processus classiques. Mais oui, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait 50% de gens de plus de 80 ans qui ne savent pas se servir d'Internet. Oui, moi je pense que ce ne sera pas une problématique. Je pense que c'est aujourd'hui pour certains de plus de 90 ans, mais je pense que, moi je le vois dans la vie de tous les jours, rien que pour prendre des rendez-vous, etc. Et j'ai de moins en moins de
personnes âgées qui passent par le secrétariat, de plus en plus qui prennent par le numérique les rendez-vous et qui envoient des mails, qui posent des questions. Donc je pense que c'est pas là la problématique. La problématique, c'est plus probablement certains jeunes des tranches de jeunes qui n'ont pas eu de formation, etc., qui sont plus en déshérence, qui utilisent des smartphones, mais qui, au-delà des chats, etc., sont des emplois très limités. C'est là où il faudra aussi beaucoup de pédagogie et qui veulent aussi de l'immédiateté dans les prises en charge, qui n'est pas forcément nécessaire. Non, mais je pense que la question qui est posée en réalité, et ce n'est pas un sujet qui se prête à des traits d'humour, mais le sujet qui est posé en réalité, c'est un sujet qui est bien connu dans les politiques de santé, qui est le sujet du gradient social. Mais ce gradient social, il se pose aussi pour la santé de façon beaucoup plus classique, que vous preniez les addictions, les comportements à risque. Et donc la problématique qui est posée derrière la question, c'est comment on adresse ce sujet du gradient social dans les politiques de santé. Et ça couvre évidemment le numérique, comme ça couvre beaucoup d'autres sujets. En lien avec la littératie qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement. Autre question ? Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. On a le temps pour une ou deux questions. Si... Ah. Oui, bonjour, Anna Garec de Care Animation encore. C'est une question à la base que je voulais poser à la table ronde d'avant, mais qui fait écho à ce que vous avez présenté là. Est-ce que ces nouvelles technologies vont nécessiter plus de temps du soignant? Et est-ce que ce soignant aura le temps, saura prendre le temps? Est-ce qu'il y a une problématique de rémunération de cette éducation thérapeutique, que ce soit le médecin généraliste, le pharmacien au comptoir? Voilà. Alors, sur la notion de formation du patient, sur la notion de formation du patient, c'est un des enjeux de la convention pharmaceutique qui est actuellement en cours de négociation. C'est-à-dire qu'en fait, on prend dans les axes de réflexion le fait d'avoir à former et pour éventuellement les patients. Je ne sais pas si ce sera pris ou pas dans notre sujet conventionnel, mais donc ça veut dire que le temps passé à la formation des patients qui le nécessitent sera pris en charge par l'assurance maladie, éventuellement. Je ne sais pas, ce n'est pas encore défini. En revanche, pour répondre précisément à la question, c'est sur le temps pharmacien lui-même. Moi, je ne crois pas que ça va nous faire perdre du temps. Je pense que ça va nous faire gagner un peu de temps par rapport au process actuel, mais qu'on va avoir du coup beaucoup d'autres actions à mener parce que nous aurons plus d'informations. Ayant plus d'informations, nous aurons probablement plus d'actions à mener. Et là, évidemment, ce sera du temps passé. Comme je vous le dis, c'est assez compliqué de l'imaginer avant d'avoir vu les cas d'usage qui viendront. On l'a vu quand est arrivé le dossier pharmaceutique. Ça a généré le dossier pharmaceutique de l'ordre, pas le dossier interne de l'officine, le dossier pharmaceutique fait par le CNOP. Ça a généré dans notre activité, en fait, de façon systématique, la consultation de l'historique. Ce qui, avant ça, ne se faisait moins. Donc, comme je l'ai dit avant, on consulte maintenant systématiquement l'historique à chaque délivrance. Et avant, on le faisait moins. Voilà. Donc, effectivement, c'est un petit temps de supplémentaire, avec gage de qualité. Là, il y aura probablement d'autres temps. On verra comment ils seront rémunérés. Moi aussi, je suis un syndicaliste. Je saurai, s'il y a du temps à passer, le dire et le faire savoir. Le temps est immuable. Il faut maintenant, évidemment, enrichir ce temps-là. Et je pense qu'effectivement, il nous faudra trouver des nouveaux moyens de rémunération de l'ensemble des acteurs pour que, évidemment, ce soit beaucoup plus efficient et se fondant sur la qualité, sur l'évaluation. Voilà. Et je discutais avec Valérie tout à l'heure, là, qui regarde son téléphone, mais elle m'expliquait que probablement le système vidéo qu'elle a montré tout à l'heure va permettre aux médecins traitants, aux pneumologues, de gagner du temps, parce qu'il va expliquer mieux et plus vite, grâce au support utilisé ici, à son patient, comment faire. Donc ça va beaucoup intéresser le professionnel.
Voilà, je crois qu'il est exactement l'heure. Je vous remercie. Bravo. Merci à tous. On peut applaudir cette table ronde qui était tout à fait passionnante, là encore, et qui présentait l'avantage, là, vraiment, de figurer en vrai ce qu'est la chaîne des acteurs du médicament. Et merci beaucoup, Vincent, d'avoir animé cette table ronde.